je m'appelle Andy Lincher, je suis psychologue clinicienne. Je travaille actuellement en EHPAD, ou dans une structure qui a une unité spécialisée Alzheimer. Et j'ai travaillé aussi en clinique, en accueil de jour, dans d'autres EHPAD aussi, avec les malades d'Alzheimer et les personnes ayant une maladie apparentée. Donc que ça soit du domicile ou de l'institution, j'ai pu rencontrer ces personnes dans différents contextes de vie. Alors, je suis ergothérapeute depuis 10 ans. J'ai travaillé en équipe spécialisée Alzheimer, donc pour la prise en charge de personnes présentant des pathologies démentielles à domicile, au début de la maladie le plus souvent. Et j'ai également travaillé sur un EHPAD spécialisé pour la prise en charge de personnes Alzheimer et apparentées, avec là des personnes qui étaient beaucoup plus avancées dans la maladie. Donc ça m'a permis de voir à peu près tout le champ des pathologies démentielles en partant de la base jusqu'à la grande dépendance. Je suis Ferrière, je suis AMP, aide médico-psychologique, et après plusieurs années, j'ai voulu faire une formation d'assistante de soins en gérontologie, donc ASG. Et donc j'ai travaillé en EHPAD auprès de personnes atteintes de maladies Alzheimer et d'autres maladies apparentées. Et bien après, j'ai travaillé sur un accueil de jour dont on recevait des personnes atteintes aussi de maladies d'Alzheimer et des maladies apparentées. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative. C'est une maladie qui va atteindre les neurones. C'est une maladie qui est progressive et il va y avoir une détérioration progressive des neurones avec une perte des capacités, avec une perte des compétences et des capacités de la personne malade. Et c'est le point commun avec les autres maladies apparentées. Alors, certaines se manifestent plus par des troubles de la mémoire, d'autres ce sont plus des troubles du comportement. Il va aussi y avoir des changements d'humeur, mais le point commun, c'est une détérioration neuronale. Alors, dans le cadre de ce livre, nous avons souhaité en fait apporter quelques principes de base de la stimulation. Donc, par rapport à la détérioration neuronale que l'on voit dans ces maladies, la maladie d'Alzheimer et la maladie apparentée, il est tout de même possible de stimuler le cerveau, de stimuler les capacités de ces personnes, de ces malades. Alors après, donc, quand on dit est-ce que la stimulation est efficace, il faut savoir sur quoi elle agit, à quel point, qu'est-ce qu'on attend de la stimulation. La stimulation des personnes Alzheimer ne permet pas de retrouver un cerveau normal, puisqu'on est sur une pathologie qui est dégénérative, donc voilà, on sait bien que les compétences, les capacités vont diminuer. Par contre, on peut travailler à maintenir des compétences, à accompagner la personne pour qu'elle puisse continuer à réaliser elle-même, de la façon la plus satisfaisante possible, les activités qui sont importantes pour elle. Et donc on va essayer d'accompagner la personne pour définir avec elle un projet de stimulation, voir ce qu'elle souhaite vraiment conserver, ce qui fait partie de ses valeurs, de ses occupations, et après on va pouvoir lui proposer un projet personnalisé. Donc dans ce sens-là, on stimule les capacités et les compétences de la personne. On ne va pas rechercher un retour à la normale du cerveau, mais plutôt un maintien d'une qualité de vie pour que la personne puisse continuer dans sa vie quotidienne. Et c'est d'utiliser le quotidien qui regorge de plein d'activités, déjà de par tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, et d'utiliser ces activités-là pour exploiter au mieux le potentiel de la personne. Et à savoir que ces activités que l'on fait, c'est le soignant qui doit s'adapter à la personne, mais pas le contraire. Et donc du coup, pour ça, on a parlé aussi des guidances qu'on peut mettre en place quand on aide quelqu'un à faire une activité. Ce sont des guidances qu'on va adapter aux capacités de la personne pour pouvoir solliciter au maximum ses compétences, tout en la mettant en situation de réussite. Et donc voilà, on va pouvoir apporter la juste aide, ne pas trop aider, ne pas faire à la place d'eux, mais pouvoir accompagner en laissant à la personne le plus de liberté possible, finalement, sur la façon dont elle entend mener sa vie. Tout à fait. Et du coup, on tient compte effectivement de ses capacités, mais aussi de ses déficits et de la progression, de l'évolution en fait de la pathologie.
Donc, il faut aussi ajouter qu'à la fin de chaque fiche, on a donné aussi des outils aux intervenants pour qu'ils s'évaluent, pour qu'ils évaluent leur activité, pour qu'ils sachent quoi observer. Et comment s'orienter aussi, comment faire le déroulé d'une activité, ce qu'il faut observer, et des critères qualitatifs pour pouvoir évaluer l'intervention qu'ils ont réalisée. Donc quelque chose comme observer plutôt la participation de la personne, observer s'il y a amélioration de l'humeur, s'il y a une demande de cette personne, une attente par rapport à cette activité, par rapport aussi à l'intervenant, une réalisation de l'activité. Et c'est de cette manière qu'on pourrait se dire qu'il y a eu aussi une stimulation, et cette stimulation, elle se traduit de cette manière. Donc effectivement, on n'est pas dans des critères, on va dire, chiffrés, de se dire, voilà, j'ai fait tant d'activités avec tant de personnes, et voilà, nous avons pu réaliser ça tel jour à tel moment, mais nous avons vu que pour cette personne, il y a eu une amélioration de l'humeur, il y a eu de la communication, il y a eu de la sociabilisation, et il y a eu une participation avec, à travers des capacités qui ont été réutilisées. Quelle méthodologie adopter? Déjà, c'est comment on va choisir l'activité qu'on va proposer aux personnes. Alors, on a parfois tendance à choisir des activités en fonction des opportunités, des souhaits et des habitudes ou des domaines de compétences des soignants ou des animateurs. Là, ce qu'on propose, c'est un petit peu de changer les choses et de faire quelque chose qu'on a peut-être plus l'habitude de voir en ergothérapie, c'est de se dire qu'on va partir des souhaits de la personne et que déjà on va commencer par lui demander ce qui est important pour elle. Voilà, on va évaluer les habitudes de vie, on va évaluer le projet de la personne, voir avec elle quels sont les domaines dans lesquels elle se sent en difficulté, quels sont les domaines qu'elle souhaite apporter. Ce qui fait qu'on ne va pas forcément travailler sur des choses qu'on considère comme des actes essentiels du quotidien, la toilette ou le repas, mais que parfois on va aller exploiter des loisirs qui ne sont pas forcément essentiels en termes de maintien de la santé, mais qui ont une importance très forte pour la personne par rapport à sa qualité de vie, par rapport à ses souhaits, à ses valeurs. Et donc c'est aussi des activités qui sont porteuses de sens pour la personne et importantes à maintenir pour cette raison-là. L'autre intérêt d'évaluer les habitudes de vie de la personne pour définir les activités, c'est qu'on va obtenir une motivation de base, puisqu'on va aller choisir les activités avec la personne qu'on accompagne. C'est elle qui a défini ses souhaits d'activité, donc du coup, elle va être plus motivée pour aller mettre en route cette activité après. Et puis, pour faire le transfert dans son quotidien, ça va être aussi plus facile, puisqu'il y a une motivation de base pour démarrer l'activité. Ouais. Et là où est important, justement, dans les activités, c'est aussi de leur expliquer bien avant de commencer une activité pour que, justement, il y ait une prise de connaissance et puis de confiance entre le soignant, enfin l'aidant et la personne. Et puis, donc du coup, une fois qu'on a défini les besoins, on va définir l'environnement dans lequel se déroule l'activité pour voir s'il n'y a pas des éléments qui bloquent dans cet environnement ou si on a des éléments à mettre en place pour faciliter. Et puis, on va après évaluer les capacités de la personne. Alors ça, on peut le faire en direct, quelque part, en observant la personne lors de son activité pour arriver à voir quels sont les types d'erreurs qui sont commises. Il y a une fiche d'ailleurs dans le livre qui explique comment faire, comment procéder à cette évaluation. Et donc en arrivant à définir les types d'erreurs commises, on va pouvoir mettre en place des stratégies à côté pour effacer ces erreurs. Et à partir de là, on a un niveau de base de compétence de la personne qui est donné pour l'activité et petit à petit, on va essayer d'élever ce niveau pour que la personne soit plus autonome. Et l'objectif, c'est valoriser ses compétences. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, la personne puisse reprendre seule à la maison son activité, ou en tout cas le plus seul possible. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on parle d'activité de stimulation thérapeutique. Et c'est pour ça qu'on vous donne aussi les outils avec cette grille de typologie des erreurs qui va vous permettre d'évaluer un petit peu les capacités de la personne dans la réalisation de son activité, les techniques à mettre en place pour l'aider à réaliser
avec une aide partielle, ou en tout cas le maximum possible, son activité par elle-même, et puis après de pouvoir évaluer la capacité qui a été stimulée et l'activité qui a été réalisée. Mais aussi, il faudrait que ça soit fait avec un accord aussi avec l'aidant et la personne pour que justement ça se déroule dans la détente et dans le plaisir, parce que tout reste aussi avec du plaisir. Oui, tout à fait. Donc on a aussi mis l'accent sur l'adhésion de la personne à son activité. C'est pour ça qu'on parle d'accompagnement, on ne parle pas forcément de prise en charge. On parle vraiment d'une activité de stimulation qui va permettre d'améliorer la qualité de vie, éventuellement dans une activité qui n'a aucun rapport avec les activités de la vie quotidienne, des besoins primaires auxquels nous, en tant qu'intervenants ou en tant que personne aidante, nous souhaiterions que cette personne, qu'elle réalise en fait, mais parfois elle a simplement envie d'aller faire une promenade. Donc nous allons l'accompagner pour qu'elle fasse cette promenade de manière stimulante aussi, et que cela lui apporte quelque chose, parce qu'effectivement cet ouvrage se base en tout cas sur les capacités des personnes. Donc l'objectif, c'est vraiment la stimulation dite thérapeutique. On va effectivement choisir une activité avec la personne, une activité qu'elle apprécie, qu'elle souhaite réaliser. Qui est important pour elle. Nous allons créer un lien de confiance avec elle, et nous allons aussi identifier effectivement ses troubles, ses difficultés, mais aussi ses capacités restantes. Et à partir de là, nous allons réaliser une activité de stimulation qui va lui permettre de réaliser cette activité de manière stimulante, c'est-à-dire qui va stimuler ses capacités neuronales. Mais aussi, il faut savoir que quand on fait cette activité, il y a aussi le temps. C'est-à-dire que ça peut durer 10 minutes, comme ça peut durer 15 minutes. Tout à fait. Et là, il ne faut surtout pas insister plus pour éviter justement que la personne elle soit énervée ou bien qu'elle ne veut plus faire cette activité. Donc ça, c'est les risques. Donc l'idée, effectivement, c'est comme tout intervenant le sait, en fait, tout professionnel le sait, il ne s'agit pas de mettre la personne en difficulté, de la mettre en échec, en fait. Mais le fait de réaliser une activité où ses capacités sont altérées va forcément la mettre un petit peu en difficulté. Notre rôle, ce sera de l'accompagner et de lui apporter des outils, en tout cas ou des techniques pour pouvoir réaliser cette activité-là. Et de la valoriser au maximum. Et puis alors, après, là où on a d'autres difficultés, c'est avec des personnes qui sont plus avancées dans la maladie et qui ne sont plus en capacité d'exprimer leurs besoins, parce qu'à un moment donné, ça arrive. D'où il faut être dans l'observation. Voilà, c'est là où l'observation est vraiment très importante. À la fois l'observation et à la fois la connaissance de la personne, aller piocher dans l'histoire de vie de la personne, dans les occupations qu'elle a eues par le passé, toutes les informations qui vont nous permettre de comprendre ce qu'on observe. On voit parfois chez certains malades qui ne parlent plus des gestes qui sont reproduits, qui sont des gestes auxquels ils tiennent et qu'on va pouvoir mettre en lien avec des activités passées, des activités qui étaient importantes pour eux. Et le fait d'aller retrouver ces gestes, d'aller s'appuyer sur ces domaines d'expertise passés des personnes, ça va permettre de les raccrocher à leur histoire, à leur identité, et ça va permettre aussi d'agir sur le comportement. C'est vraiment en partant de l'observation, en observant les activités spontanées des personnes, même quand il y a une grande dépendance, on arrive à avoir beaucoup d'informations pour les accompagner, et notamment sur le plan psychologique et sur le plan du comportement. On peut aller piocher beaucoup d'idées qui sont très intéressantes et qui vont permettre d'apaiser les troubles du comportement et donc d'accompagner plus facilement au quotidien. C'est vrai que l'histoire de vie, elle apporte l'outil pour l'aidant, c'est primordial, puisque c'est ce qui nous permettra, ce que disait Perrine tout à l'heure, et bien évidemment ça va nous permettre d'avoir un accompagnement beaucoup plus libéré et beaucoup plus facile pour la personne. Alors, donc pour aider une personne à s'orienter dans le temps, on va pouvoir l'accompagner dans la mise en place d'aides externes. C'est-à-dire qu'on va utiliser
un endroit sur lequel sera notée la date. Donc l'aide externe, elle va être choisie en fonction des capacités de la personne, de ses souhaits et de ses habitudes de vie. Si on avait par exemple une ancienne secrétaire qui était habituée à utiliser un agenda, ça peut être un bon outil à mettre en place. Pour des personnes qui auront peut-être plus de difficultés, on peut éventuellement mettre en place une simple ardoise sur laquelle est notée la date du jour et l'activité à faire, qui sera remplie avec la personne, avec peut-être un accompagnement de l'auxiliaire de vie. Donc en fait, en fonction des besoins de la personne, on va pouvoir travailler sur l'orientation dans le temps à différents niveaux, ce qui va lui permettre de reprendre pied un petit peu avec la réalité, de pouvoir gérer seul ses rendez-vous, de pouvoir avoir une certaine prévisibilité sur ce qui va se passer, ce qui permet aussi de réduire les angoisses. Donc cette orientation dans le temps, finalement, elle agit aussi sur d'autres choses annexes et elle est importante à préserver pour toutes ces notions-là qui gravitent autour et qui permettent aussi de conserver l'autonomie. Après, quand les difficultés sont un peu plus prononcées et qu'on n'en est plus à ce stade-là, on va aussi travailler sur l'orientation temporelle pour aider la personne à faire la différence entre le présent et le passé. Donc là, ce sont d'autres ateliers, des ateliers d'orientation temporelle qu'on va pouvoir proposer et qui vont permettre d'évoquer les souvenirs du passé et de les comparer aux activités que l'on propose actuellement, à la façon de faire, de conserver certaines traditions actuellement pour voir quelles sont les différences. Et donc ces éléments-là vont aider la personne à la fois à se recentrer sur le présent et à faire la différence entre les éléments du passé et les éléments du présent. Et donc toutes ces activités-là peuvent participer au maintien d'une orientation temporelle satisfaisante. Eh bien, pour faire une prise de repas auprès des personnes atteintes de maladie Alzheimer ou autres maladies apparentées, c'est de préparer justement une fiche et de l'amener à choisir un repas. Exemple, une purée avec un steak haché. Donc à partir de là, si c'est ce qu'il désire, eh bien on le met en place. À partir de ce moment, on va lui demander d'aller chercher qu'est-ce qu'on va y mettre dedans déjà, qu'est-ce qu'il faut comme ustensile. Donc lui, il va me dire d'aller chercher peut-être une poêle, d'aller chercher dans le réfrigérateur du beurre pour mettre dedans. Voilà, c'est toutes les étapes qui vont s'amener que on va réaliser ce repas. Et après, donc, ce qu'il se fait, c'est que quand le repas sera fait, c'est de manger avec lui-même, parce que c'est là que va apporter l'envie de manger. Parce que les odeurs que l'on va avoir créées dans la cuisine, avec la façon de mettre aussi dans l'assiette, qui est très très importante, c'est-à-dire de bien mettre, admettons, la purée avec le steak, de mettre une décoration, si nécessaire, une petite salade, que ça relève au niveau des couleurs, parce que ça aussi, les couleurs sont très importantes pour inciter à ce que la personne puisse manger, et puis de discuter de ce que l'on va, pendant ce temps de repas, c'est-à-dire de lui demander est-ce qu'il a bien mangé, ce qu'il mangeait autrefois, est-ce qu'il mangeait des steaks hachés, est-ce qu'il me fait manger de la purée, est-ce que c'est lui qui la faisait, donc tout ça, c'est ce qui va apporter une communication et qui va amener à ce que lui va peut-être nous dire qu'il faisait de la cuisine chez lui, que peut-être même des recettes, des fois ils nous disent oh ben moi je faisais une tarte aux pommes, voilà. Donc c'est tout ça, quoi. La cuisine thérapeutique, c'est un échange. C'est un échange avec la personne. Et c'est de les laisser faire eux-mêmes, tout en s'observant bien et en surveillant bien sûr la cuisine lorsque c'est à faire sur une plaque électrique. Alors c'est un ouvrage qui s'adresse aux professionnels du champ gérontologique en fait et aux étudiants aussi parce qu'il regorge d'informations, de clés, d'exemples, de fiches pratiques qui vont permettre à ces intervenants justement de réaliser une activité de stimulation qui se veut thérapeutique auprès des malades d'Alzheimer et apparentés.
Et puis Ouais. c'est aussi à destination des familles, parce que les aidants familiaux vont pouvoir trouver dedans des pistes pour pouvoir mieux comprendre certaines demandes, certains comportements, accompagner au maintien de certaines activités. Donc c'est c'est à la fois pour les professionnels et les aidants familiaux qui vont pouvoir trouver, aller piocher un petit peu dans certaines boîtes à outils qu'on a mis. Tout à fait, ouais. Puis les soignants à domicile. Des Ah oui, soignants à domicile. ça concerne Les soignants. effectivement les soignants qui soient du domicile, des EHPAD ou des autres structures pour pouvoir effectivement réaliser leurs activités à destination de ces personnes. Donc ça se veut à destination des personnes ayant des troubles légers à modérés, mais nous avons aussi pensé aux personnes étant plus avancées dans la maladie. Qu'il pourra être possible de stimuler aussi à travers plus de la sensorialité et à travers aussi l'adaptation des fiches techniques que nous avons mis et des outils que nous avons mis dans cet ouvrage. Donc il y a aussi des activités qui leur sont destinées, puisque finalement, même à un stade avancé de la maladie, on a toujours un quotidien et on a toujours des choses à faire pour pouvoir l'améliorer et accompagner au mieux les personnes. Et des activités qui sont très faciles à faire et qui sont réalisables assez rapidement. Et donc du coup c'est un ouvrage qui a été construit donc par 3 professionnels de professions différentes, avec des expériences différentes. Donc c'est vraiment à destination de tout type de professionnels. Le psychologue va retrouver des éléments d'information sur la personnalité, sur l'attitude thérapeutique aussi du soignant, sur le vécu de la personne malade, comment s'ajuster finalement à cette personne qu'on va avoir en face de soi et qui s'éloigne au fur et à mesure à cause de la détérioration de ses capacités. Donc on va retrouver des éléments de psychologie, on va retrouver de l'ergothérapie, on va retrouver aussi du matériel des ASG. Et des AMP pour pouvoir réaliser sur le terrain les activités qu'elles doivent aussi réaliser. Donc il y a toute la partie en fait évaluation des occupations, évaluation des habitudes de vie, qui effectivement va correspondre à l'ergothérapie, qui apporte des notions qui viennent du modèle de l'occupation humaine, des sciences de l'occupation. Donc il y a vraiment tous ces éléments-là qui vont être intégrés aux notions que l'on donne sur les typologies d'erreurs, sur le recueil des données et des besoins. Et puis effectivement, il y a les fiches techniques, pratiques, qui vont pouvoir être utilisées comme outils à mettre en place pour la mise en place des activités, pour les ASG, Et ces fiches d'activités qui ont été mises en place dans ce livre, c'est aussi qu'elles ont été faites et elles ont été réalisées et ça marche. Donc c'est un livre qui est vraiment fait pour aider toutes ces personnes qui sont aidants auprès de la personne en difficulté. Donc il y a des exemples de déroulement d'activités qui sont mis dans les fiches pour apporter un petit peu de concret dans tout ça. Il y a toute une partie théorique qui est assez chargée quand même. Oui, avec toutes les informations nécessaires. Pour bien comprendre un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on va faire, comment on le met en place. Tout à fait. Et puis on a vraiment une partie très pratique dans les fiches avec du concret, des exemples, du matériel. Donc pour réaliser un accompagnement personnalisé à travers des activités effectivement qui sont déjà existantes, qui ont déjà été pratiquées par les intervenants, et c'est pour cela qu'on donne des exemples dans cet ouvrage aussi. When life turns you around, just